Bonsoir tout le monde. Alors on va attendre un petit peu le temps que les gens arrivent sur le live. Bonsoir Alexis, bonsoir Swazik. Un grand merci à tous les deux d'être présents ce soir avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir, merci Franck. Alors pour attendre, on va attendre 2-3 minutes avant de commencer la table ronde. Je vous propose que je vais faire une petite présentation de Karuna. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'association. Donc Karuna 7 Chain, c'est l'association créée par Mathieu Ricard il y a maintenant une vingtaine d'années. Pendant plus d'une vingtaine d'années, du coup, on a aidé principalement en Inde, au Népal et au Tibet. Et la grande nouveauté, c'est que depuis un an, l'association a décidé, en plus de ses actions humanitaires, de faire des actions de plaidoyer, et plus précisément de porter cette idée chère à Mathieu que l'état d'esprit altruiste est un antidote aux problèmes du monde. Et du coup, on a réfléchi autour de cette question, on a défini 3 piliers pour créer cet état d'esprit altruiste, cet antidote. Le premier pilier, c'est l'inspiration. Le deuxième pilier, c'est l'entraînement de l'esprit. Et le troisième pilier, c'est l'action concrète. Donc pour le moment, je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'y revenir pendant la table ronde. Et donc c'est dans le cadre de ce plaidoyer que du coup, je suis très heureux d'accueillir ce soir Alexis Michelot. Alors pour ma part, très brièvement, ça fait une dizaine d'années que je travaille au sein de Karuna 7 Chain. J'ai travaillé bénévolement pendant à peu près 8 ans. Et là, j'ai été prestataire. Maintenant, ça fait un an là, que je suis salarié de Karuna, avec entre autres la casquette de directeur du plaidoyer. Et donc, je suis très heureux de vous retrouver ce soir sur ce sujet. Et je voulais juste aussi, avant qu'on commence, le temps que d'autres personnes arrivent, avoir une pensée toute particulière pour l'Inde et le Népal. Vous savez qu'en ce moment, c'est très compliqué. On a des équipes sur le terrain. On a appris récemment qu'il y avait des membres de notre équipe aussi qui avaient la Covid. Donc voilà, je voulais avoir une pensée particulière pour eux sur le terrain et en règle générale, tous les gens qui souffrent de cette situation. Et alors, donc, sans plus attendre... donc je vais brièvement vous présenter Swazik et Alexis. Donc Swazik, alors ça fait des années que tu pratiques la méditation. Très jeune, tu as eu l'occasion de faire la retraite de 3 ans dans le cadre du bouddhisme tibétain. Et depuis des années, tu pratiques la mindfulness. Tu as fait partie des pionnières de la mindfulness en France, de la pleine conscience. Et depuis quelques années, tu enseignes la pleine conscience aux étudiants en médecine. Pour justement apporter ces outils-là aussi dans le cadre de la médecine, et ça fait partie des vastes sujets actuels depuis maintenant un an et demi. Alors, n'hésite pas à rajouter quelque chose si jamais j'ai oublié, j'ai sans doute oublié des choses, hein, mais... C'est parfait, Franck. Et Alexis, donc tu es un ancien avocat, tu as décidé de changer de parcours pour te lancer dans l'accompagnement, que ça soit le coaching et que ça soit la pleine conscience et l'intelligence émotionnelle. Et donc tu es instructeur aussi en mindfulness et depuis 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, tu es le coprésident de Mindfulness Solidaire, qui est une association dont le but est d'apporter ces outils pour les personnes défavorisées, les personnes en grande souffrance, que ce soit les détenus dans les prisons, que ce soit les sans domicile fixe, que ce soit les migrants ou toute autre personne qui aurait besoin de ces outils. Donc pareil, c'était assez bref, mais est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est parfait. Et alors en fait, on a un point commun tous les trois, et c'est aussi ça qui est amusant dans cette table ronde, c'est que pour tous les trois, c'est la première fois qu'on se prête à cet exercice. Et donc, merci d'être indulgent envers nous. On va faire tout notre possible pour rendre cette table ronde intéressante et avoir du contenu. Mais du coup, voilà, c'est aussi un point commun qui nous relie ce soir. Et donc, par rapport au thème de cette table ronde, donc l'idée, c'est de s'engager dans le quotidien. J'avais dit précédemment que donc depuis un an, on essaye de rayonner ce plaidoyer. Et en fait, dans ce souhait, il y a aussi l'idée d'être très concret. Comme vous le savez, Mathieu, ça fait des années qu'il écrit des livres. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a pu lancer à l'origine Karuna 7 Chain. Et en fait, il y a le souhait d'avoir en même temps un plaidoyer sur la partie, on va dire, technique scientifique que Mathieu apporte régulièrement. Et en même temps, on avait aussi à cœur de donner la parole à des gens qui sont directement sur le terrain, que ça soit à nouveau dans la rue, que ça soit auprès de personnes en difficulté, et pas que en Asie. Il y a aussi beaucoup de souffrance chez nous. Et donc, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière aussi des personnalités, des gens qui œuvrent au quotidien, aussi en France. Alors, du coup, comment rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que déjà, Swazik et Alexis, est-ce que vous avez envie de rebondir, d'ajouter quelque chose sur les présentations ou le sujet?
Alors, je peux poser la question, quand on parle d'engagement, le thème, donc, c'est s'engager au quotidien. Quand on parle d'engagement, peut-être qu'on pourrait définir l'engagement. Qu'est-ce que c'est pour vous l'engagement? Déjà, Franck, on peut partager le fait que tous les trois, avec Karuna Senchen, Swazik et moi-même, on a passé du temps à préparer cette table ronde pour pouvoir se poser véritablement déjà la question du thème qui nous a semblé à tous les trois résonner à la fois avec nos parcours et puis ce qu'on est en train de créer ensemble. Et donc, euh, bah, je peux commencer, Swazik, et puis on échange un petit peu ensemble sur ce thème de l'engagement qui a effectivement au cours du temps pris beaucoup de formes. À l'origine, le fait de s'engager, c'est de mettre quelque chose en gage. Et puis ensuite, ça s'est beaucoup développé. C'était aussi de signer un contrat, c'était de s'engager dans les ordres, de s'engager dans l'armée. Et puis c'est assez récent finalement, le fait de dire qu'on se met au service d'une cause ou d'une action. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de partager, on revient presque à cette image originelle de mettre quelque chose en commun. Et cette chose en commun, ça peut être la confiance, ça peut être aussi les ressources qu'on cultive, et puis qu'on vient offrir aux autres, et qu'on vient offrir à une cause, à une action, et qu'on vient aussi offrir au monde. Et donc, c'est peut-être ce thème de comment est-ce qu'on cultive ces ressources intérieures et comment est-ce qu'on est amené ensuite à ouvrir et à offrir ça aux autres. C'est peut-être ce qui est notre fil rouge aujourd'hui, après en avoir parlé avec Swazik. Merci Alexis et Franck pour, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais pour tisser un fil avec ce qu'a dit Alexis et les rencontres qu'on a eues préalablement. Quand j'ai entendu le thème s'engager au quotidien, donc en lien quand même avec la pratique de l'attention, la pratique de la méditation, pour moi, ça a résonné tout de suite parce qu'il y a souvent ce que je pourrais peut-être appeler une fausse compréhension ou peut-être une idée reçue que la méditation serait une action isolée pour son propre bienfait, pour son propre bien-être. Or, moi, j'ai tout le temps quelque chose à déconstruire autour de ça parce que pour moi, et en fait, telle que la pratique a été conçue à son origine, elle n'est jamais dissociée de l'action altruiste. Et elle est même, en tant que telle, une action altruiste. Et tout à l'heure, tu nous présentais, et ce matin, je réfléchissais un peu à la table ronde, et je me disais, mais finalement, pour moi, l'engagement, ça résonne comment pour moi? Une des premières réponses qui m'est venue, c'est pourquoi je me suis mise à méditer? C'est pour m'engager. Alors que souvent, on pourrait avoir le postulat inverse que méditer, c'est se retrancher. Et donc, je ne sais pas si c'est très clair, on va pouvoir en reparler, mais pour moi, c'était un retranchement à intention altruiste. Je ne sais pas si c'est suffisamment explicite, mais pour moi, finalement, l'engagement et la posture altruiste, elle est dans la raison même du fait de s'asseoir sur un coussin. Et c'est vraiment comme deux faces indissociables d'une même pièce. Et peut-être on pourra partager le schéma dont on a parlé, Franck, ensemble. Mais c'est vraiment indissociable. Il n'y a pas de méditation sans intercession, sans la vie. Comment la méditation vient servir le quotidien, que ce soit l'altruisme dans le couple, que ce soit l'altruisme dans la famille, que ce soit l'altruisme avec mon environnement proche ou mon environnement plus large. Donc voilà, j'imagine qu'on va avoir l'occasion, mais c'est comme ça que ça a résonné pour moi, cette notion de s'engager au quotidien et comment la méditation est en tant que telle proactive dans cette question de l'engagement. Oui, on a effectivement, en échangeant, on est arrivé à ce constat que s'asseoir, c'était en soi un acte d'engagement fort. Alors on peut se dire, s'engager à quoi en s'asseyant? Si on revient aussi sur l'origine du terme de mindfulness, de revenir au sanskrit, au pali, de sati, de se remémorer, de se souvenir de quelque chose, et donc de pouvoir cesser dans un monde qui s'accélère de plus en plus, de cesser de s'agiter, de gesticuler dans tous les sens pour s'engager et prendre cette décision de s'arrêter
en fonction des façons, des différentes façons de méditer, se poser cette question de qu'est-ce qui est le plus important et comment est-ce que je peux faire face à tout ce qui émerge dans la richesse de l'expérience et de l'assise et du silence. Et puis à partir de cette profondeur, naturellement, comme l'a dit Swazik, de façon consubstantielle, il y a quelque chose qui émerge et qui nous invite à agir lorsqu'on se lève et à pouvoir aussi incarner cet engagement et cette présence lorsqu'on est en train de faire n'importe quelle action. Donc cet engagement a des répercussions dans tous les instants de notre existence, et pas seulement lorsqu'on s'assied. Et puis on verra aussi dans nos échanges la façon dont ce n'est pas parce qu'on dirige l'attention vers l'intérieur qu'on reste vers l'intérieur. Il y a ce mouvement très fort de l'intériorité pour s'ouvrir, pour s'extérioriser, puis pour réaliser qu'il n'y a pas vraiment d'intérieur ni d'extérieur, mais il y a simplement la vie qui est en action, mais qui est connectée à beaucoup de profondeur. Une profondeur qu'on a perdue ou qu'on perd au quotidien parce qu'on a peu d'occasions de se poser des questions qui sont fondamentales. Mais on voit bien que, et depuis 1 an, il y a vraiment une accélération de toutes ces préoccupations qui sont essentielles. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est encore d'une plus cruelle actualité. Merci pour ces réponses. Par rapport à l'engagement, du coup, et la méditation, je me faisais la réflexion, pour vous, quelle serait la différence entre le fait de voir quelque chose qui m'amène de la colère, par exemple, et du coup, je m'engage, parce que j'ai de la colère et je veux réagir finalement, et je m'engage, entre cet engagement-là et l'engagement qui résulte de se poser sur un coussin et de méditer. Pour vous, ça serait quoi la différence entre les deux? Pour le dire autrement, qu'est-ce que vous apporte la méditation pour votre engagement? Il y a 2 dimensions, telles que tu l'évoques, il y a l'impulsivité et puis il y a aussi la spontanéité. Donc, toutes les émotions qu'on peut ressentir, elles sont très importantes puisque c'est comme des boussoles, c'est des radars qui nous donnent des informations sur ce qu'on est en train de vivre. Et dans ce mouvement de s'arrêter, justement d'être au contact et d'aller ne pas se voiler la face, d'aller regarder ce qui est là, c'est une façon aussi de laisser cette agitation et puis cette suractivité et cette suraction émotionnelle s'apaiser, mais qui nous donne à la fois une direction pour pouvoir agir. Donc, il y a vraiment cette distinction entre qu'est-ce qui est impulsif, qu'est-ce que je fais de façon réactive, automatique, et là, on est au cœur aussi de la pratique de la pleine conscience. On rappelle qu'on parle beaucoup de Viktor Frankl, qui était un rescapé des camps et qui a trouvé du sens même dans ses actions et dans ses moments les plus terribles de l'existence, et de dire qu'entre un stimulus et puis la réaction à ce stimulus, il y a tout un espace de liberté, de croissance dans lequel on va justement pouvoir orienter nos actions. Donc la pleine conscience, c'est vraiment de ramener cette attention et cette concentration et puis de voir dans quelle direction on oriente ça. Donc il y a beaucoup plus de clarté, il y a beaucoup plus de spontanéité, mais il y a moins d'impulsivité et de réactivité. Oui, je peux dire quelques mots aussi, si tu veux, Franck, sur le sujet, sur ce thème de la colère. Bon, Alexis m'a grillé presque toute la réponse. Non, je rigole. Non, ce que je peux ajouter, c'est que moi, personnellement, je suis assez familière de la colère. C'est une émotion que je connais bien. Et parfois, dans les poncifs de la méditation, il y aurait cette idée qu'il y aurait une espèce de lissage émotionnel. Et qu'en pratiquant de la méditation, il serait calme, il n'aurait pas de colère, pas d'impulsivité. Voilà. Alors, peut-être, je peux parler déjà en mon nom. Après 20 ans de pratique, il n'y a rien de lisse sur le paysage émotionnel. Et en tous les cas, ce que j'ai compris dans ma propre expérience, c'est qu'il ne s'agit pas de gommer, d'effacer ces émotions. Les émotions, comme tu le disais, Alexis, c'est des boussoles. Elles ont une force motrice. Et notamment la colère, c'est intéressant parce que là aussi, si on fait un petit détour traditionnel, qui peut être instructif, dans la tradition tibétaine, il y a une vision très valorisante des émotions, dans le sens où chaque émotion, très brièvement, elles sont classées, pas comme en Occident, il y a 5 familles émotionnelles, la colère, l'orgueil, le désir, je ne vais pas toutes les citer, et chacune est assemblée à une famille de Bouddha. Donc déjà, c'est assez cool. Et on nous dit, finalement, si tu es plein de colère, tu as aussi les qualités
relié à cette énergie de colère. Donc, c'est une vision intéressante parce qu'elle ne vise pas à annihiler les émotions ou à les gommer, mais à te dire, tu es doté d'une certaine énergie, mais la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Et donc, pour répondre à ta question, dans la colère, par exemple, une colère par rapport à la souffrance qu'on peut voir dans le monde, ou un sentiment c'est souvent mu par un sentiment d'injustice. Donc, si on regarde les valeurs qu'il y a en deçà de la colère, on va peut-être trouver quelque chose qui a un fondement, une intention très profonde. Et ce que la pratique de la méditation et de l'attention va faire, c'est finalement de faire muter cette énergie motrice de la colère pour pas la faire basculer du côté agressif, réactif, mais la faire basculer et garder cette énergie de clarté qui peut y avoir dans la colère, où il y a quelque chose qui est même décrit comme une énergie bleue très saillante. Alors, on accroche ou on n'accroche pas à ces images, mais vraiment cette notion de clarté et souvent de soif de justice qui peut être sous-jacente ou de tristesse, que sous une colère, il y a une tristesse et que dans cette tristesse, il y a une tendresse. Et la méditation, elle va nous permettre justement de toucher à qu'est-ce qui me meut en fait. Elle est rattachée à quoi cette colère? Et aussi, la colère, à titre plus personnel, elle est toujours rattachée à quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas entendu. Ça touche à des besoins fondamentaux. Donc, de quelle façon je peux aller toucher ces besoins fondamentaux et d'une certaine façon, garder cette force motrice? La colère, c'est extraordinaire. D'une certaine façon, on peut soulever Il paraît que quand on est en colère, on a une force décuplée. Donc, cette force, elle est intéressante. C'est juste de faire muter l'énergie qui est sous-jacente à cette force. Et là-dessus, la pratique de la méditation, encore une fois, va amener de la clarté et je dirais même de l'efficacité dans l'action. Et qui dit efficacité, pour moi, c'est aussi corrélé à la notion de durabilité. Alors, juste un grand merci déjà pour vos réponses. Moi, ça m'a rappelé une petite anecdote. Il y a quelqu'un un jour en conférence qui avait demandé au Dalai Lama, est-ce que la colère, c'est positif ou négatif? Et justement, il avait répondu, mais non, mais en fait, c'est ni positif ni négatif. Si vous êtes en colère parce qu'on a rayé votre voiture, cette colère n'est pas très constructive, elle ne sert pas à grand-chose. Si par contre, vous voyez un enfant se faire battre et que la colère génère l'impulse qui va faire que vous allez protéger l'enfant, dans ce cas-là, c'est très positif. Donc en fait, il n'y a pas de moralisation sur les émotions. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très fort dans votre discours à tous les deux là-dessus. Quels seraient pour vous les risques d'un engagement qui n'est pas clarifié ou qui n'est pas relié justement à la méditation pour vous? Je vais y revenir, mais juste, tu viens de prononcer le mot d'impulse qui est particulièrement intéressant. Et puis pour raisonner aussi avec ce que Swazik vient de partager, on peut, pour les personnes qui nous écoutent, revenir sur le fait que la pratique de la méditation est une pratique intégrative, c'est-à-dire qui s'intéresse vraiment au lien entre le corps et l'esprit. Et on a de plus en plus tendance à n'opérer qu'à partir de cette dimension-là, hein, et de toutes les pensées qu'on peut avoir, et de tous les jugements, et de toutes les opinions. Mais donc, la méditation est une invitation à descendre, et à ramener aussi cette expérience à travers le corps, qui, lui, se raconte moins d'histoire, on va dire. Et par rapport à une émotion de colère qui peut être au-dessus et venir recouvrir de la tristesse ou toute autre forme d'émotion, c'est de pouvoir redescendre dans cette expérience pour pouvoir dégager, on va dire, le paysage, et à partir de là, de pouvoir agir. La deuxième chose, c'est que s'engager, c'est quelque chose, et là je parle pour moi, qui n'apparaît qu'à posteriori. Parce que, comme tu viens de le dire, par rapport à de la colère ou par rapport à un enfant qui est en danger, il peut y avoir spontanément ce mouvement d'aller sauver la personne, donc se mettre soi-même en danger parce qu'on va sauver quelqu'un qui est en danger. Donc, ce n'est qu'à posteriori qu'on peut se dire qu'on s'est engagé dans une action, on s'est engagé dans une direction, parce que pendant qu'on est dans l'action, pendant que ça se passe, il n'y a aucune réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un observateur qui va se dire « Tiens, je suis en train de faire ceci ou cela ». Donc, on peut parler de flow, on peut parler aussi d'une absence de conscience du temps qui passe. Et puis, a posteriori, on va se remettre à penser, à mettre des mots sur tout ça. Et donc, il y a cette notion d'immédiateté avec, que ce soit la compassion, que ce soit l'amour, qui émerge spontanément, comme ça,
Et puis après, on peut raconter des histoires en disant qu'on s'est engagé. Et c'est important de dire aussi que plus on va travailler sur cette pratique intégrative du corps et de l'esprit et des émotions, plus les choses vont se passer spontanément, plus l'action juste va se dérouler. Et on en revient à ce que tu disais sur la colère qui va être utile ou pas utile. Et puis ensuite, on pourra mettre des mots et puis parler de ce que c'est que s'engager formellement. Je ne sais pas. Et après, je passe la parole à Soisy sur ta question formellement, mais c'était important de pouvoir clarifier ça. Oui, merci. Merci, Alexis. Franck, ta question, c'était vraiment quel serait le risque du surengagement. Ma reformulation est juste, Franck? Oui, en fait, vous savez, surtout pendant cette période de qu'on vit là depuis maintenant pas mal de temps, il y a aussi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de souffrance. Il y a la souffrance de la personne qui n'arrive pas à s'engager, ou il y a la personne qui s'engage trop et qui du coup finit par un burn-out. Et donc on voit bien il s'agit pas juste de s'engager en fait. Il y a une manière de s'engager. Et du coup, par rapport à vous, vos activités, justement, que ce soit Alexis au sein de Mindfulness Solidaire, ou que ce soit toi, Swazik, par rapport aux étudiants en médecine, le fait que tu leur apportes ces outils-là, comment vous voyez les choses par rapport à ces risques d'un engagement qui risquerait de nous brûler les ailes, finalement? Merci, Franck, pour cette question. Je peux y répondre peut-être de deux manières. La première réponse, elle est vraiment personnelle, issue de ma propre expérience, et peut-être déjà tout simplement de partager que je trouve que c'est un équilibre très difficile à trouver, presque un travail d'équilibriste. Pour moi, les risques du surengagement, il y a un risque, effectivement, quand tu parles de burn-out, personnellement, je me reconnais. J'ai le profil type d'une personne qui pourrait foncer dans le burn-out. Parce qu'il y a un mélange d'intentions, en fait, en deçà de ce qui m'agit. D'un côté, il y a vraiment cette envie de contribuer, donc, par exemple avec les étudiants en médecine, dans le secteur social, médical, ou plus largement. Donc, je pourrais dire qu'il y a un élan altruiste, il y a quelque chose qui répond à un besoin de sens. Et puis, en même temps, il y a... je trouve en moi la recherche de valorisation, vouloir être quelqu'un, chercher de la reconnaissance, voilà, par exemple. Hein. Et tout ça, c'est vraiment un équilibre, et que je trouve justement, enfin en tous les cas pour lequel la méditation est très aidante, c'est de continuer d'aller sonder qu'est-ce qui me met en action. Et là encore, une fois, pas pour juger le besoin de reconnaissance, qui est aussi un besoin qui est tout à fait normal et entendable, mais vraiment pour être proche de mes intentions et garder encore une fois des ressources sur le long terme, hein, avec cette idée de se griller les ailes que je trouve très juste. Et là, j'aurais vraiment envie de partager, si tu veux bien, le schéma sur l'action, la méditation et la motivation. J'ai envie de le partager pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est vraiment au cœur de l'action de Karuna et de l'action que vous menez dans l'association. Et aussi parce que je le trouve, si tu veux bien le partager, Franck. Alors, tac, je le partage tout de suite. Hop. Et justement, sur cette question de quels seraient les risques, je trouve qu'il y a un résumé extraordinaire dans ce petit schéma qui allie finalement dans cette volonté de transformation à la fois personnelle et interpersonnelle, trois cercles. Le cercle de l'inspiration, où on pourrait dire la motivation, on pourrait dire aussi l'intention. Quelle est mon intention? Vraiment, là, c'est quelque chose du cœur, du corps, je dirais, presque de très profond. Ouais, merci Franck. Il y a ce cercle de la méditation, de la pratique, donc vraiment ce schéma, ce cercle de l'observation, de la présence, aussi qui est une œuvre de clarté, hein, de regarder en soi-même. Et puis, ce cercle de l'action, bien sûr, de passer du cercle du a priori personnel à l'interpersonnel. Hein, de l'intérieur personnel à l'extérieur collectif, et donc d'aller vers
l'engagement, le commitment ou l'action. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'il y a entre les cercles. Et finalement, s'il y a une intention, une aspiration, quelque chose voilà, qui me met en mouvement, et qu'il y a aussi l'action. Je suis très actif, peut-être dans une association, un engagement quel qu'il soit, mais finalement qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de regard sur soi, il y a un risque de détresse empathique. Hein. On pourrait même parler de burn-out et je trouve ça très touchant de le voir résumé dans un schéma si simple. Aussi, s'il y a la méditation, la pratique, on a un entraînement de l'esprit, et puis il y a une action, mais finalement, on n'est pas clair sur notre intention. Je ne sais pas pourquoi je fais les choses, je ne sais pas à quoi c'est relié, je ne sais pas ce qui me meut profondément. Ben, il y a un risque de manque de sens. Quelque chose va me rattraper, comme moi, ça me parle beaucoup à certains moments. Et à ce moment-là, j'ai besoin de repartir dans l'antidote finalement de l'inspiration, de la motivation, et d'aller chercher dans ma pratique pourquoi je fais tout ça. Qu'est-ce qui me lève le matin? Qu'est-ce qui me met sur le coussin? Qu'est-ce qui me fait sortir de chez moi? Qu'est-ce qui me fait revoir cette discussion dans laquelle peut-être j'ai été réactive ou je ne sais quoi. Et puis, troisième possibilité, il y a une aspiration, une inspiration, il y a la pratique de la méditation, mais finalement, il n'y a pas d'extérieur collectif. Il n'y a rien qui vient s'incarner en dehors de cette pratique personnelle. Et là, finalement, on va dire le risque, c'est l'inaction. Et je trouve que ce schéma, c'est plus qu'un schéma. Pour moi, c'est presque un guide de pratique, c'est presque un guide de régulation par rapport à cette question des risques. Mais finalement, s'il y a beaucoup d'actions, et qu'il y a une détresse empathique, hein, donc là, on est dans les risques, ou un manque de sens, de quelle façon je peux venir nourrir l'inspiration, la méditation, et vraiment comme un jeu de jonglage à 3 balles. Merci beaucoup, Swazik. Alors, ce schéma, c'est un travail qu'on a réalisé au sein de Karuna Setchen et on en est plutôt très content, je dois vous dire. C'est un beau récapitulatif de tout ce travail sur le plaidoyer, sur cette idée qu'effectivement, un état d'esprit altruiste, ça suppose une inspiration, un entraînement, une action et qu'on a besoin des trois. Et alors ça, du coup, c'est un peu la surprise parce que c'était pas à l'origine prévu pour cette table ronde, mais vous aurez l'occasion de voir le nouveau site de Karuna Setchen qui va arriver dans quelques mois et on aura spécifiquement des pages qui vont traiter des trois sujets pour trouver cet équilibre entre les droits. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, Swazik, c'est vraiment un travail d'équilibriste en fait. On voit bien qu'en fait, il faut constamment, c'est aussi l'esprit du débutant finalement, d'accepter qu'on puisse se brûler un petit peu les ailes. Ah là, je suis allé un petit peu trop loin, je me suis pas écouté, je reviens en arrière et ainsi de suite. Donc et personnellement, en tout cas, moi, je vois qu'au sein de Karuna et en règle générale, moi, un besoin que j'ai, c'est vraiment mon entourage. Je compte beaucoup sur mon entourage pour me dire, écoute, là, Franck, voilà, là, t'es en train de partir, t'es en train de te cramer, là, et je trouve que ça nous aide beaucoup parce que soi-même, parfois, on manque de recul et l'entourage peut nous aider justement Donc, je trouve que c'est important d'écouter aussi l'entourage par rapport à ça, surtout quand on est engagé, qu'il y a une espèce de volonté très forte. On peut même brûler nous-mêmes et aussi notre entourage, en fait. Donc, il y a vraiment. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison, Franck, parce qu'on parle depuis le début de s'engager à titre personnel, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la question de l'engagement à titre collectif. Et c'est une façon aussi de pondérer les excès qu'on peut avoir en se disant, je veux m'engager. On voit bien une action qui est pilotée par une volonté très forte de je veux m'engager dans telle ou telle direction. Et donc, tu es bien placé pour savoir que lorsque, au sein de Mindfulness Solidaire, on intervient, on a à cœur de pouvoir co-animer à chaque fois. Quand on est seul dans une action, on ne peut pas se tromper. Hein. Et alors, quand on est plusieurs, et a fortiori un collectif qui s'engage, il y a une façon de pouvoir pondérer aussi ce qu'on vient de voir à travers une intention et puis à travers surtout une vision. L'intention est quelque chose qui se développe beaucoup. Alors, on le retrouve dans les organisations avec les raisons d'être. Hein, qu'est-ce qui fait que nous existons? De faire ce travail très important de façon collective. Et puis, deuxièmement, c'est l'autre dimension, c'est qu'est-ce qu'on veut créer? C'est-à-dire, quelle est l'image, quel est le paradigme vers lequel on souhaite cheminer? Et puis, entre les deux, de pouvoir mettre en place des actions très concrètes. Ce qui se passe, c'est que dans le feu de l'action, on peut perdre
on peut perdre de vue à la fois l'intention et la vision. Et donc, à travers la pratique méditative, mais aussi collective, et on voit bien comment est-ce que la méditation se transforme. On a eu ces premiers programmes à partir de 79 qui sont nés dans les hôpitaux, qui se sont déployés aussi dans les entreprises, mais on a eu tout ce mouvement des inside dialogue, c'est-à-dire comment est-ce que, dans la relation que j'ai avec les autres, je vais pouvoir explorer ce qui émerge en moi. Et donc, on en vient à cette notion de qu'est-ce qui sépare et qu'est-ce qui unifie. Et donc, à travers la pratique de la méditation, à travers les pratiques d'approche collective, d'intention et de vision, on peut naviguer comme ça et puis s'autoréguler les uns les autres. Et c'est très bien aujourd'hui d'avoir cette approche même systémique de la méditation, plus seulement individuelle, et qui est complètement ouverte. À travers le programme de Mindfulness Solidaire, tu sais qu'on a mis comme pilier la méditation, les cercles de parole et puis des outils d'autonomisation. Le cercle de parole, c'est une sorte de mindfulness 2.0 qui permet d'ouvrir l'expérience qui se déploie, mais en mettant l'accent sur l'interdépendance et le fait que ce que chaque personne va partager a un effet sur ce qui émerge en moi et vice-versa. Et donc, on évite à travers ça les écueils de dire « je veux m'engager » et puis on évite aussi l'écueil de dire finalement, si je veux m'engager, parfois c'est une échappatoire pour ne pas aller voir ce qui se passe chez moi. Donc, je veux m'engager, je veux aller vers les autres, je veux les soutenir, et finalement, le regard que je peux avoir vers ma propre intériorité n'existe plus. Et donc, je vais me cramer. Je vais me cramer parce que je n'ai plus de ressources personnelles. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un mouvement qui part de soi, qui va vers les autres et qui va au service d'un système ou du monde. Mais si je n'ai pas fait ce travail d'exploration intérieure, je n'ai plus de ressources. J'ai plus de ressources, donc finalement, je n'ai plus rien à offrir aux autres. Je n'ai plus rien à offrir à mon écosystème, je n'ai plus rien à offrir au monde dans lequel je suis. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement vivant qui traverse toutes les dimensions de l'être et qui se met au service aussi d'une cause, mais à travers les ressources de chaque personne qui sont uniques. Ça, c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de difficulté à opérer à ces trois niveaux. À opérer avec ce corps et cet esprit, opérer dans ma relation avec les autres et opérer au sein d'un écosystème. Très souvent, les personnes ont du mal à pouvoir faire la liaison entre ces différentes dimensions. Mais étant donné qu'elles sont toutes reliées, il n'y a pas de difficulté en fait. Il faut faire avec ça parce que c'est la nature même de la vie. Merci Alexis. Soisy, si tu as envie de rebondir sur tout ça, c'est très vaste, forcément, il y a tellement de choses à partager. Une toute petite chose, une toute petite histoire pour rejoindre cette notion d'écosystème dont parlait Alexis. Juste une petite histoire, je suis bourguignonne d'origine et il n'y a pas très longtemps, je suis allée me promener dans les vignes avec mes parents. Et mon fils et les miens, et on a engagé la discussion avec des vignerons. Et ces vignerons nous ont expliqué que les terres, à force d'être sollicitées, elles sont devenues pauvres. Et qu'il y a vraiment cet appauvrissement des terres qui est aussi un sujet de société. Et que ces terres, elles ont besoin de repos. Et il nous a expliqué qu'elles avaient même besoin de 3 à 4 ans de repos, mais on n'arrive pas à attendre. On n'arrive pas à attendre, et donc ce qui se passe, c'est que la terre continue de donner, mais un cep va donner une grappe. Et du coup, en l'écoutant, je me suis dit, c'est vraiment très... J'ai trouvé que c'était une métaphore très belle, cette notion d'interdépendance, et que aussi dans la pratique de la méditation et de l'engagement, à certains moments, peut-être temporairement, le meilleur engagement, c'est de se désengager. C'est de se désengager du cercle de l'action, s'en désengager pour l'ajuster et voir de quelle façon je peux prendre soin de ma propre terre. Peut-être ma propre terre qui est devenue pauvre et qui continue de donner, mais elle donne à bout de bras une petite grappe chaque année, là où en réalité, elle pourrait être un joli petit cep qui donnerait plein de grappes. Et donc, cette notion de générosité, parfois de soin de soi, on pourrait dire, mais qui est toujours dans cette notion de l'interdépendance.
Hein. Donc, ce n'est pas un soin de soi dans le sens je vais simplement m'occuper de mon confort, mais il y a encore une fois, c'est cette notion de durabilité et cette idée que c'est implicitement prendre soin de l'autre à certains moments que de prendre soin de soi. Hein. Et ça, je pense que c'est aussi une façon de répondre à la question précédente. Voilà, donc je voulais juste parler de prendre soin de sa terre, de nos terres intérieures et extérieures. Merci beaucoup. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu réponds en même temps à une prochaine question. J'avais une question aussi pour vous. Il y a un outil, moi, que j'aime beaucoup, qui est l'outil des 4 P. C'est quel est le plus petit pas possible que je peux faire en direction justement d'une de mes valeurs, de quelque chose que j'ai envie de faire. Et du coup, pour vous, quand on commence par un engagement, justement, est-ce que vous avez des exemples? Donc là, finalement, Soisy, que tu viens de répondre, déjà s'occuper voilà, de sa petite terre. Et comment, est-ce que vous avez d'autres exemples de ce plus petit pas possible que je peux faire en direction? Déjà, le fait de le partager, c'est très important de pouvoir multiplier les occasions de partager ce qui a du sens et ce qui est important pour chacun d'entre nous. Je peux parler de l'expérience de la création de Mindfulness Solidaire, puisque je me souviens que j'étais seul dans mon coin, mais il y avait d'autres personnes qui étaient seules dans leur coin au même moment et qui partageaient le fait de se dire, mais finalement, la pleine conscience, les programmes de pleine conscience se déploient dans un certain nombre de contextes, mais il y a des lieux dans lesquels la pleine conscience ne rentre pas, comme par exemple les lieux de détention, les centres d'hébergement d'urgence, que ce soit pour les détenus ou les surveillants, que ce soit pour les travailleurs sociaux ou les résidents. Et puis, on s'est retrouvés. Donc, il y a aussi cette notion d'énergie qui fait que des personnes qui ont des intentions et des visions communes, aujourd'hui, a fortiori, avec tous les outils qu'on a numériques, on peut se retrouver. Et donc, le plus petit pas qu'on puisse faire, c'est déjà de passer de l'intériorité pour pouvoir agir. Ce n'est pas un problème de se tromper. C'est très important aussi. Aujourd'hui, toutes les neurosciences nous apprennent que pour pouvoir apprendre, il faut tester. Et puis ensuite, il faut ajuster. Et donc, cheminer, tester, rencontrer des personnes, partager son expérience, être authentique, c'est déjà un petit pas qui permet ensuite de pouvoir réaliser que pour faire de grandes choses, on ne peut pas rester tout seul. Et donc, il y a forcément quelque chose de plus grand que soi. C'est comme cette image de se dire, c'est pas possible de mettre le vent dans une boîte. C'est impossible. Et donc, à partir du moment où on réalise que tout seul, on n'est pas capable de pouvoir cheminer vers cette vision et de pouvoir la réaliser, c'est déjà de pouvoir tendre la main et de pouvoir travailler avec d'autres personnes dans une direction commune. Pour moi, ça, c'est le plus petit pas. C'est le plus petit pas possible, c'est de tendre la main vers les autres et de se mettre ensemble. C'est très important de pouvoir travailler sur cette notion de collectif. C'est aussi difficile que de travailler avec son propre écosystème intérieur. C'est un gros boulot de pouvoir travailler sur les valeurs communes et comment est-ce qu'on chemine et comment est-ce qu'on s'engage ensemble. C'est même pour moi l'essentiel du travail, en fait, quand un collectif avance et construit. C'est de travailler sur cette dimension intérieure. De la même façon, aujourd'hui, les organisations auraient vocation à pouvoir travailler sur cette notion de pilotage émotionnel. Quand on regarde quelque organisation que ce soit, sous quelle émotion fonctionne-t-elle? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse? Et pouvoir travailler au niveau systémique à partir de ça. C'est très important. Donc, le plus petit pas possible, c'est de pouvoir tendre la main à partir d'une très grande motivation intérieure. Je peux donner d'autres éléments. Les deux choses qui me viennent, c'est que le plus petit pas possible, j'aime bien cette notion. Là encore, peut-être essayer de faire une réponse plutôt personnelle que... Pour ma part, je me suis souvent rendu compte que l'action altruiste ou l'incarnation de la pratique de la méditation, là où elle est des valeurs sous-tendues par la méditation, je me suis souvent rendu compte que là où c'est le plus dur à incarner, c'est dans mon cercle le plus proche.
Donc, dans le cercle familial, là où j'ai le plus d'automatisme, là où j'ai le plus de réactivité avec mes enfants, avec mon conjoint, avec voilà, mon entourage proche, où là aussi il y a moins d'inhibition. Et finalement, d'une certaine façon, j'ai presque plus d'aisance à avoir une action, on va dire, qui a une plus grande envergure ou un plus grand déploiement que chez moi, dans mon propre cercle familial. Et donc, souvent, pour moi, l'action altruiste, c'est le plus petit pas possible. C'est de voir comment je peux amener réellement cet engagement dans la façon de peut-être ne pas réagir impulsivement ou réagir moins impulsivement à des automatismes quotidiens dans une discussion en réponse à, je sais pas, un coup de téléphone je te disais la dernière fois, Franck, j'étais en situation et pour moi, l'action, le plus petit pas possible, c'était comment je réponds à ma mère là tout de suite en situation de confinement. Comment je réponds aux surstimulations dans cette situation où je dois faire l'école à la maison, plus continuer de travailler, plus. Et donc, pour moi, c'est ça le plus petit pas possible. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est là où c'est le moins valorisant. Mon gosse ne va pas venir me voir en me disant « Bravo maman, tu n'as pas réagi à telle situation. » Pour lui, ça sera presque injuste. Voilà. Et donc, voilà, le plus petit pas possible, on peut l'imaginer loin, dans toutes sortes d'engagements, donner son sang, s'engager dans des associations, donner à Carona. Voilà, il y a plein de façons. Et peut-être aussi de recibler notre échange. Le plus petit pas possible, pour ma part, c'est voir de quelle façon je peux essayer de ne pas nuire. Et c'est quand même dans les fondations des programmes de pleine conscience, notamment du programme MBSR, mais bien sûr aussi de ce qui sous-tend ces programmes, donc toute voilà, on va dire la psychologie bouddhiste. Ne pas nuire, c'est vraiment un des fondements, et ça peut paraître simple comme ça au quotidien de se dire bah quoi, je ne nuis pas, mais finalement si on regarde de plus près, comment dans une parole, dans un regard donné ou peut-être pas donné, posé d'une certaine façon, je peux créer des nouvelles causes de souffrance. Et donc là, pour moi, déjà, cet engagement à ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance, dans chaque action, dans la façon dont je mange, dans la façon dont je crée ou pas des déchets, dans la façon dont ouais, voilà, vraiment dans ce pourquoi je décide de m'engager ou de ne pas m'engager. D'ailleurs, ce dans quoi je m'engage, ça sert quoi? Quelle est l'intention en fait que ça vient servir? Et est-ce qu'il y a une nuisance possible dans cette intention? Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, ça m'a rappelé une petite anecdote, Soisy, ce que tu disais. Un grand merci pour rappeler effectivement que agir, c'est aussi ne pas nuire. Parce qu'on a tendance à avoir un discours peut-être un peu naïf de dire voilà, il faut faire ça comme si c'était forcément positif. Et ça me rappelle une petite anecdote de quelqu'un qui faisait une retraite de 3 ans dans le bouddhisme tibétain. Et à un moment, il a entendu les enseignements justement sur la compassion, sur le fait d'aider les autres, d'aimer les autres. Et il était solaire, il était là, ah mais c'est génial, mais moi je veux aider tout le monde et tout. Puis il allait voir le maître et il a dit ah maître, mais c'est génial, moi j'ai envie d'aimer tout le monde, j'ai envie vraiment de les aider et tout. Et le maître le regarde et lui dit bah c'est très bien tout ça. Mais avant de vouloir les aider, tu devrais peut-être commencer par arrêter de les faire souffrir. Et j'avais trouvé que cette réponse voilà, était tellement directe, quoi, et de se dire, bah oui, mais en fait, c'est comme de dire, avant de planter des plantes, il faut peut-être déjà voir comment prendre soin des plantes qu'il y a autour de nous, en fait. Enfin, c'est un peu du même ordre. Donc j'aime beaucoup. Enfin, un grand merci à tous les deux. Il y a quelques questions là sur le chat du coup de Messenger sur Facebook. Alors il y a 2 questions pour vous. La première, c'est l'immobilisme est-il une forme d'engagement? Et est-ce que l'action à tout va n'est pas une manière de s'éloigner de soi? Donc vous aviez un petit peu répondu déjà tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez clarifier cette idée-là tous les deux? Oui, ça vient d'être dit par Soisic et par toi, dans le fait de s'arrêter de gesticuler dans tous les sens
il y a une forme, non pas d'immobilisme. L'immobilisme, il y a, je trouve, derrière ce mot, une notion de ne rien faire par rapport à quelque chose qui mériterait qu'on le fasse. Mais justement, quel est l'impact d'un acte, quel qu'il soit? On n'a pas cette capacité à savoir si en allant à gauche ou à droite, ça va avoir, comme les ailes du papillon, qui peuvent produire un ouragan, quel sera l'impact? Donc déjà, on a commencé cette table ronde en partageant le fait que s'asseoir et s'arrêter, c'est une forme d'engagement. Et il peut y avoir dans le non-agir une capacité à favoriser la paix. Et je ne sais pas si parmi les questions, il y a des personnes qui s'interrogent sur comment ancrer cette pratique dans son quotidien. Parce que le plus petit pas possible dans ces cas-là, c'est de commencer tout simplement par s'asseoir. Et puis simplement de pouvoir déposer le corps, hein, avec un engagement fort. On dit bien dans la pratique d'avoir une posture qui soit digne. Hein. La dignité, c'est déjà s'engager à se relier à l'intériorité. Et donc ici, c'est ce que tu disais, avant de vouloir le bonheur des gens, vois comment est-ce que tu peux ne pas les faire souffrir. Avant de t'occuper des autres, vois si tu peux t'occuper de ton jardin intérieur et de voir ce qui est là. Hein. Quelques secondes suffisent pour pouvoir se poser et puis pour pouvoir explorer cette dimension-là, à partir de laquelle il y a nécessairement une action qui va émerger. Donc, plus que l'immobilisme, c'est dans la non-action, il peut y avoir une grande puissance, une grande capacité à cultiver sa propre paix intérieure, et puis ensuite de pouvoir avoir la dimension de la paix avec l'autre, dans la façon dont on parle, de s'arrêter, peut-être de choisir ses mots, d'observer l'impact des mots, et puis ensuite de pouvoir favoriser une paix plus large, mais qui part toujours de soi. Ouais, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que je rejoins vraiment Alexis sur cette question. Après, je ne suis peut-être pas très en résonance avec le mot immobilisme, mais non agir, ou en tous les cas suspendre l'action momentanément. Oui, je crois que c'est une action très profonde. Et encore une fois, on peut là aussi rappeler les fondements, hein, notamment des déploiements des programmes laïques. Dans les fondements traditionnels, comme ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, on médite après avoir déposé des intentions. D'abord, traditionnellement, on va joindre les mains et associer une aspiration. Et cette aspiration, c'est que ce soit, alors c'est des grands mots, mais c'est que ce soit pour le bien de tous les êtres. Et donc, quand je viens m'asseoir pour méditer, il y a vraiment cette intention que cette non-action, ce regard que j'ai sur moi-même, non pas pour me regarder le nombril, mais pour contempler tout ce qui est nombriliste en moi, pas pareil. Parce que parfois, encore une fois, on pense que la méditation, c'est une action nombriliste, alors qu'au contraire, c'est aller voir ce qui pourrait être nombriliste et justement entraver l'action et le déploiement. Donc, il y a vraiment une intention en s'asseyant qui est altruiste en tant que telle, puisqu'elle est toujours liée à cette notion d'interdépendance. En contemplant ce qui se passe en moi, je vais aussi contempler les possibles causes de souffrance que je vais déployer. Et mieux comprendre les mécaniques de la souffrance. Donc, là encore, l'immobilisme peut planter les fruits d'une action juste. Et je pense que ce retranchement régulier il porte en tant que tel dans sa terre une générosité. Voilà comment je pourrais répondre à cette question. Mais un grand merci pour ces réponses. Et pour être dans le concret, parce que là, depuis tout à l'heure, justement, on parle de revenir, de se poser, de méditer. Est-ce que l'un d'entre vous aurait envie de nous guider une petite méditation très concrète et pragmatique? Qu'est-ce que vous, concrètement, vous faites pour justement garder ce cap, garder votre intention, raviver cette intention? Est-ce que vous pourriez nous partager un moment comme ça pour que vraiment concrètement, on puisse comprendre de quoi il s'agit?
peut peut-être prendre un petit temps chacun, de faire quelque chose d'assez court. On a combien de temps, Franck? En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous partagiez vraiment les outils que vous utilisez. Donc, est-ce que c'est, alors sans tomber dans des pratiques d'une demi-heure, 1 heure, mais si on peut faire une petite pratique de 5 minutes, 10 minutes, ou que vraiment quelque chose que vous utilisez dans votre vie quotidienne pour justement retrouver cette vision plus claire, cette posture plus juste. On peut faire une petite pratique chacun de 5 minutes, si ça te va. Ouais, super. Vas-y, Alexis, je verrai ce qui émerge dans la continuité. On peut faire une pratique courte dans laquelle je vous propose qu'on puisse se connecter les uns aux autres. Je ne sais pas combien de personnes sont sur le live, Franck. Quel que soit... 150. Alors, on est 150. Je vous propose qu'on fasse une pratique qu'on pourrait appeler respirer ensemble. Il y a bien d'autres personnes qui respirent que nous, 150, mais on peut commencer par ce petit cercle. Et puis, on a évoqué le fait d'avoir une posture qui soit engagée. Donc, je vous propose, là où vous êtes, simplement de prendre conscience de la position que vous avez, de laisser le dos bien droit. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et puis, on a parlé d'intention et de vision, mais ici, on va parler de simplement ressentir l'ancrage des pieds avec le sol. Et puis, vous pouvez comme ça laisser l'attention se déployer tout le long de la posture, le dos bien droit, jusqu'au sommet de la tête, et puis laisser la tête pointer vers le ciel, la tête vers les étoiles, les pieds bien ancrés dans le sol, avec cette intention d'être engagé dans cette pratique. C'est-à-dire de tourner délicatement le regard vers l'intérieur. Vous pouvez commencer par ressentir le contact entre le corps, le support sur lequel vous êtes assis. Vous pouvez ressentir le contact du corps avec les vêtements. Si les yeux se ferment, c'est tout à fait OK. Vous pouvez les garder à moitié ouverts ou laisser le poids des paupières retomber et puis observer ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire toutes les expériences qui se déploient moment après moment. Ça peut être des sensations, ça peut être une émotion en particulier, ça peut être beaucoup de pensées, une pensée. Et puis je vous propose de laisser votre attention se diriger vers la respiration. Là où vous ressentez la respiration avec le plus de simplicité. Et puis pour cette pratique collective, je vous propose de ressentir cette respiration dans toute la région du cœur, de la poitrine. Avec cette intention profonde de se laisser guider par le souffle. Il ne s'agit pas ici de diriger la respiration, mais de l'accueillir exactement telle qu'elle est. Se laisser guider par le souffle. Car le souffle est vraiment un pont. C'est un pont entre le corps et l'esprit. Et puis c'est également un trait d'union entre toutes les personnes qui sont réunies dans cette pratique. Un trait d'union entre toutes les personnes qui respirent, même la planète qui respire à cet instant. Et je vous propose d'accueillir chaque inspiration à partir du moment où vous observez qu'elle prend naissance, tout le long de l'inspiration, et puis laisser l'expiration naturellement advenir, jusqu'à ce que l'expiration prenne fin, et puis à son tour de laisser la prochaine inspiration se manifester.
et de réaliser que chaque inspiration est une renaissance. Et tout en restant connecté au souffle, il y a également cette pratique contemplative de laisser certaines phrases résonner intérieurement en nous. Et je vous propose ici de laisser résonner cette phrase. Qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette existence? Et puis d'observer simplement ce qui émerge. Ça peut être des pensées, des réflexions. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Souvent, lorsque les personnes arrivent à la fin de leur vie, elles se posent cette question, est-ce que j'ai su aimer? Je vous propose de ne pas attendre les dernières expirations pour poser cette question, mais simplement de se dire, est-ce que j'ai su aimer? Qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres? Quel est le don que je peux offrir aux autres? Ce qu'il y a de profondément unique en chacun d'entre nous. Quel est ce don qu'il est possible d'offrir aux autres? Il n'y a pas de réponse à donner, mais simplement d'observer ce qui émerge en profondeur de l'être, en étant connecté au souffle. Et puis à partir de ces trois questions, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Est-ce que j'ai su aimer? Quel est le don que je peux offrir aux autres? Je vous invite, à l'issue de cette table ronde, lorsque vous sortirez de chez vous, lorsque vous entrerez en contact avec une personne, à laisser simplement l'action juste émerger de cette expérience intérieure. Et puis à votre rythme, vous pouvez vous recentrer sur le souffle, laisser les paupières se soulever si elles étaient fermées. Et merci pour cette pratique et cette écoute. Merci Alexis, ça fait du bien après tous ces mots. Merci beaucoup. J'ai juste cette phrase qui m'est revenue, je ne vais pas ajouter, j'ai plutôt envie de laisser du silence après cette pratique. Juste en lien avec la question de la personne précédente, il y a cette phrase qui m'est revenue qui dit, il faudra la vérifier, mais de Pablo Neruda, mais qui était lui-même très engagé socialement, et qui dit, si nous n'étions pas si focalisés sur le fait de garder nos vies en mouvement, et si nous pouvions pour une fois ne rien faire, alors peut-être qu'un immense silence viendrait interrompre cette tristesse immense de ne jamais vraiment nous comprendre. Voilà. C'est venu en lien avec la question de la personne. Merci beaucoup. Alors du coup, je me sens un peu désolé de casser ce silence et, et de revenir dans quelques échanges. Moi, ça me faisait penser, tout ce que vous partagez, à cette idée que je trouve très jolie. C'est une invitation, une question qui dit, est-ce que finalement aimer, ça ne serait pas aider l'autre à se détendre?
j'aime bien cette idée, en fait, que aimer quelqu'un, c'est l'aider à se détendre. Voilà, c'est juste une proposition, en fait, mais du coup, ça reboucle avec ce qu'on disait avant d'éviter de faire souffrir, en fait. Et que aider les gens, voilà, d'avoir cette sensibilité-là. Bah, un grand merci. À nouveau, comme je disais au début de la table ronde, il y aurait tellement d'autres choses à partager. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques actions de la vie quotidienne, quelques engagements de la vie quotidienne qui vous ont inspiré, qui vous ont touché? Ou pour le prendre dans l'autre sens, est-ce que vous avez vous-même des idées d'actions et d'engagement que nous-mêmes et les auditeurs et auditrices pourraient prendre pour leur vie quotidienne? Parce que souvent, il y a cette idée on se sent incapable, en fait. On se dit, oh, mais je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop ce que je pourrais faire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent ou des exemples que vous pourriez donner? Moi, je peux répondre très dans l'immédiateté. La pratique qu'a proposée Alexis m'a beaucoup inspirée. Et là, il y a même une idée qui me vient. Je me dis, tiens, est-ce que notre engagement, ce ne serait pas juste de méditer ensemble? Et puis les gens qui veulent contribuer à Karuna, voilà, ça serait une action engagée qui puisse être bénéfique pour nous toutes et tous. Voilà, je peux juste partager ça. Et puis peut-être cette phrase aussi que je trouve très intéressante et qui est très en lien avec notre sujet, qui dit if you want to help others, help yourself. Si tu veux aider les autres, aide-toi toi-même. Et if you want to help others, help yourself. C'est tout simple, hein, et inversement, si tu veux t'aider toi-même, aide les autres. Hein, donc vraiment cette notion d'interdépendance. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent, et j'en fais partie, se dire, mais c'est quoi ma passion, c'est quoi ma mission, c'est quoi et même de souffrir de cette question. Hein. Moi, j'ai personnellement souffert de ressentir qu'il y avait un gouffre entre des aspirations que je pouvais avoir et puis de regarder ce que je faisais. Et donc, comment est-ce que j'ai travaillé avec ça? Ma réponse, ça a été de ne pas savoir. Et donc, de pouvoir accueillir le fait de ne pas savoir. Et dans les Zen Peacemakers, il y a ces 3 règles des Zen Peacemakers, c'est de s'ouvrir profondément au je ne sais pas. Hein? Et donc, ça veut dire quoi, le je ne sais pas? Il y a une part de risque, à un moment ou à un autre, de dire je vais sortir d'une zone de confort dans laquelle je sais, dans laquelle je maîtrise, dans laquelle je me sens à l'aise. Et donc, comment est-ce que je peux me décentrer par rapport à ça en disant je ne sais pas, et puis en voyant ce qui émerge, et surtout en pouvant partager ce qui émerge. On en revient à cet aspect collectif, de pouvoir dire l'expérience qui émerge, et donc de se connecter de façon totalement radicale à l'expérience de cette personne qui va peut-être même être complètement perdue. Et puis à partir de là, de pouvoir simplement voir l'action qui émerge. Et donc, ça peut être des toutes petites actions, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être de déplacer un pot de fleurs de la gauche à la droite parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir. On n'a pas de boule de cristal pour ça. Et donc, moi, j'ai un proverbe que je souhaiterais partager avec vous, qui, je ne sais pas de qui il est, mais en tout cas, c'est un proverbe, lorsque je l'ai entendu la première fois, il est resté gravé en moi, c'est « Cueillez un brin d'herbe et vous ébranlerez l'univers ». Et donc, cueillir un brin d'herbe, de pouvoir avoir un regard, n'importe quoi. Les choses qui m'inspirent le plus, ce sont les choses les plus immédiates qui se passent simplement autour de nous, tout de suite, à chaque moment de la vie, et d'avoir des très, très grandes ambitions. Parfois, ça peut être terriblement stressant, ça peut être un frein au fait d'agir. Et donc, de laisser retomber cette pression de devoir s'engager, de devoir agir, simplement de se poser, de se connecter à ce qu'il y a de vivant. Et puis la pratique permet de décanter les choses. C'est un acte de grande douceur, mais on peut imaginer que c'est comme des petites pelures d'oignon. Et la pratique permet de retirer. Donc, à un moment ou à un autre, on va se confronter à notre grande fragilité, à notre grande vulnérabilité.
Et ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes, de pouvoir le faire en avançant à son propre rythme. Il ne faut pas toujours… La grande souffrance vient souvent du fait qu'on se compare, on se compare avec les autres. Et donc, vraiment de pouvoir partir de soi avec beaucoup de bienveillance et de laisser ces petites pelures d'oignon tomber pour pouvoir découvrir toute la richesse de cette expérience à partir de laquelle, naturellement, les choses se mettent en mouvement. Et donc, cueillir un brin d'herbe a un impact sur l'ensemble du cosmos. Et donc, c'est ça, c'est une invitation à être très simple, très local pour être connecté à des sujets d'aujourd'hui. On prend des pommes près de chez nous, on a quelque chose encore plus proche qu'une pomme dans le magasin de la Biocoop en face. On a juste cette intériorité qui est connectée à tout. Et c'est là tout le temps. C'est extraordinaire. Eh ben, un grand merci à tous les deux. Alors c'est génial parce que vous faites une transition parfaite pour le dernier sujet que je souhaitais évoquer pour terminer cette table ronde, c'est de parler du projet de Action for Karuna. Action for Karuna, c'est un projet qui a plusieurs années maintenant. Et l'idée, justement, comme tu le disais, Swazik, c'est marrant parce que tu disais ça, tu disais on pourrait partager la méditation ensemble. Et comme tu le disais aussi, Alexis, tu posais la question de c'était quoi? C'était quelle est la passion que j'ai? Ou qu'est-ce que. Voilà, parfois on est un petit peu dur avec nous-mêmes avec ces questions-là. Et l'idée d'Action for Karuna, c'est de dire finalement, si vous souhaitez agir, si vous souhaitez faire un petit pas, en fait, on a mis une plateforme à la disponibilité des gens où ils peuvent s'inscrire et proposer ce qu'ils veulent. Ça peut être un cours de cuisine, ça peut être de la méditation, justement, comme tu le proposais, Swazik. Ça peut être, il y a des profs de yoga, il y a une prof de karaté aussi qui était venue une année. Enfin voilà, donc il y a plein de gens très différents. Il y avait aussi quelqu'un qui expliquait comment prendre des photos des étoiles. Pour retoucher sur le sujet de l'émerveillement. Donc voilà, donc en fait il y a plein de projets et l'idée c'est du coup que pour participer on peut faire un petit don donc sur la plateforme pour remercier la personne du coup de partager ça et ce don donc va sur les projets de Karuna Setchen et comme vous le savez 100% des projets on a cette chance là que 100% des dons vont sur les projets puisque tous les frais de fonctionnement de l'association sont financés par les œuvres de Mathieu, 100% des droits d'auteur de Mathieu vont dans son association et donc ça c'est vraiment une grande chance qu'on a de pouvoir dire que voilà quand vous faites un don à Karuna Setchen 100% du don va sur le projet et donc on vous mettra le lien en description de la vidéo et donc n'hésitez pas, vous verrez il y a déjà une 50aine de personnes qui proposent des projets, que ça soit à nouveau cours de cuisine, méditation et plein d'autres choses et donc si vous-même vous avez envie du coup de vous lancer, si vous avez une passion, que vous avez envie de la partager, en fait voilà, n'hésitez pas, vous pouvez le faire et c'est aussi ça, cette idée du plus petit pas et de l'engagement en restant dans la douceur avec soi-même, dans quelque chose de nuancé, de subtil. Donc un immense merci, vous m'avez fait un pont parfait en plus sur ce sujet-là. Un immense merci à tous les deux. Et j'aime beaucoup moi terminer comme ça. Ça serait quoi pour vous la dernière graine que vous souhaiteriez planter dans les esprits des gens qui nous écoutent en ce moment? Ça serait quoi le dernier mot, la dernière chose que vous souhaiteriez laisser? La question qui tue. Moi, la question me met la pression, tu vois. Enfin, de répondre à ta question, je voudrais pas mettre de pression, en fait. Voilà. C'est ça qui est là. Et sinon, je dirais, pour tisser le fil avec ce qui a été dit précédemment, ce serait de prendre soin de ses intentions dans notre qu'est-ce qui aime en moi dans la relation, dans qu'est-ce qui me meut professionnellement, qu'est-ce que je sers, ouais. Donc vraiment prendre soin de ses intentions, ça je laisserais bien cette graine-là. Puis pas nuire. Mais bon, voilà, take it easy, hein, avec légèreté, parce que sinon ça peut être un fardeau. Mais voilà. Merci Franck. Et merci à Karuna. Et je voudrais dire merci aussi à toutes les personnes qu'on ne voit pas. Franck, tu aurais tout à fait pu être un des intervenants de cette table ronde. Et toutes les personnes qu'on vous... Bien sûr, merci à Mathieu Ricard et merci à tous les bénévoles ou les actifs de Karuna, quels que soient vos degrés d'engagement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et voilà, pour moi, c'est en soi une source d'inspiration. Oui, moi, je peux remercier Swazik pour le fait d'avoir partagé ensemble. Te remercier Franck, bien évidemment. Et puis, toutes les personnes qui ont permis à
à ce moment d'avoir lieu, ce qui veut dire aussi depuis que Karuna Senchen existe, tout ce que vous avez pu faire qui permet à ce moment d'être là. Et puis, pour partager, moi j'aime bien cette idée de regarder les personnes comme si c'était la première fois. Donc là, vous êtes tous les deux devant mon écran et je vous regarde comme si je vous découvrais, comme si je vous avais jamais vu. Et toutes les personnes qui nous écoutent peuvent faire la même chose avec les personnes qui les entourent, s'ils ont la chance d'avoir des gens autour d'eux, ou sinon, s'ils font une visio avec quelqu'un, de pouvoir regarder cette personne animée de cet esprit du débutant qui est propre aussi à la pleine conscience, parce qu'on a beaucoup d'idées qui se cristallisent sur les autres et sur le monde très rapidement. Et donc, c'est super intéressant d'avoir comme petit mantra le fait de se dire, est-ce que j'ai raison? Et de revenir simplement sur vos jolis sourires.